Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour reprendre la lecture des Paradis artificiels de Charles Baudelaire. Alors vraiment quelques mots super rapides sur Charles Baudelaire parce que j'espère que vous avez suivi les émissions précédentes et que du coup, même si vous connaissiez déjà Charles Baudelaire, maintenant vous le connaissez par cœur. Donc c'est un des poètes français les plus connus qui est né à Paris en 1821 et qui est mort à 46 ans en 1867 et qu'on connaît notamment pour l'œuvre qu'il a façonnée durant toute sa vie, intitulée Les Fleurs du Mal. Mais ce soir, c'est pas avec Les Fleurs du Mal que nous allons passer la soirée, c'est donc avec Les Paradis artificiels, qui est un essai qu'il a publié en 1860 et qui traite notamment des drogues et de l'effet de la drogue sur, et notamment du hashish et de l'opium, sur les individus. Et donc, dans la première partie que j'ai déjà commencé à lire et que j'ai terminée, sur intitulé Le poème du hashish, Charles Baudelaire analysait donc la composition de la drogue, du hashish, et en même temps les effets sur les individus et sur son entourage. Et dans la seconde partie que j'entame, Confession d'un mangeur d'opium, un commentaire du livre de Confession d'un mangeur d'opium anglais de Thomas Kinsey, qui est paru en 1821. Là, Charles Baudelaire nous fait part de commentaires littéraires, philosophiques et biographiques. Voilà, donc je vais reprendre la lecture donc à cette partie. Je viens de commencer, donc si je prends le livre à l'envers, ça risque pas de fonctionner. Je viens de commencer donc à la page 163, Un mangeur d'opium, au chapitre 1, précaution oratoire donc, et je reprends donc la lecture maintenant. C'est vraiment le début de cette seconde partie. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne soirée. J'ai oublié de le dire, je crois. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Voilà, on le dit à chaque fois et vous le savez maintenant très très bien. Mais n'hésitez vraiment pas à réagir sur les réseaux sociaux parce qu'on prend vraiment du plaisir à vous lire et à voir les suggestions aussi que vous pouvez nous faire de livres ou de choses que vous aimeriez qu'on lise dans cette émission. Voilà, donc je reprends la lecture et je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, où est-ce que je m'étais arrêtée ? Voilà. 3 pharmaciens de Londres, dans des quartiers pourtant reculés, affirment en 1821 que le nombre des amateurs d'opium est immense et que la difficulté de distinguer les personnes qui en ont fait une sorte d'hygiène de celles qui veulent s'en procurer dans un but coupable est pour eux une source d'embarras quotidien. Mais l'opium est descendu visiter les limbes de la société. Et à Manchester, dans l'après-midi du samedi, les comptoirs des droguistes sont couverts de pilules préparées en prévision des demandes du soir. Pour les ouvriers des manufactures, l'opium est une volupté économique, car l'abaissement des salaires peut faire de l'âle et des spiritueux une orgie coûteuse. Mais ne croyez pas que le salaire remontera, que l'ouvrier anglais abandonne l'opium pour retourner aux grossières joies de l'alcool. La fascination est opérée. La volonté est domptée. Le souvenir de la jouissance exercera son éternelle tyrannie. Si des natures grossières et abêties par un travail journalier et sans charme peuvent trouver dans l'opium de vastes consolations, quel en sera donc l'effet sur un esprit subtil et lettré, sur une imagination ardente et cultivée, surtout si elle a été prématurément labourée par la fertilisante douleur, sur un cerveau marqué par la rêverie fatale, pour me servir de l'étonnante expression touch with pensiveness, pour me servir de l'étonnante expression de mon auteur. Tel est le sujet du merveilleux livre que je déroulerai dans une tapisserie fantastique sous les yeux du lecteur. J'abrégerai sans doute beaucoup. De Kinsey est essentiellement digressif. L'expression humoriste peut lui être appliquée plus convenablement qu'à tout autre. Il compare en un endroit sa pensée à un thyrse, simple bâton, qui tire toute sa physionomie et tout son charme du feuillage compliqué qui l'enveloppe. Pour que le lecteur ne perde rien des tableaux émouvants qui composent la substance de son volume, l'espace dont je dispose étant restreint, je serai obligé, à mon grand regret, de supprimer bien des hors-d'œuvre très amusants, bien des dissertations exquises qui n'ont pas directement trait à l'opium,
mais ont simplement pour but d'illustrer le caractère du mangeur d'opium. Cependant, le livre est assez vigoureux pour se faire deviner, même sous cette enveloppe succincte, même à l'état de simple extrait. L'ouvrage, Confessions of an English Opium Eater, being of an extract from the life of a scholar, est divisé en deux parties. L'une, Confessions, l'autre, son complément, Suspria de Profundis. Chacune se partage en différentes subvisions, dont j'omettrai quelques-unes qui sont comme des corollaires ou des appendices. La division de la première partie est parfaitement simple et logique, naissant du sujet lui-même. Confession préliminaire, volupté de l'opium, torture de l'opium. Les confessions préliminaires sur lesquelles j'ai à m'étendre un peu longuement ont un but facile à deviner. Il faut que le personnage soit connu, qu'il se fasse aimer, apprécier du lecteur. L'auteur qui a entrepris d'intéresser vigoureusement l'attention avec un sujet en apparence aussi monotone que la description d'une ivresse, tient vivement à montrer jusqu'à quel point il est excusable. Il veut créer pour sa personne une sympathie dont profitera tout l'ouvrage. Enfin, et ceci très important, le récit d'un certain accident, vulgaire peut-être en eux-mêmes, mais grave en sérieux, en raison de la sensibilité de celui qui les a supportés, devient pour ainsi dire la clé des sensations et des visions extraordinaires qui assiégeront plus tard son cerveau. Un vieillard penché sur une table de cabaret se revoit lui-même vivant dans un entourage disparu. Son ivresse et fait de sa jeunesse évanouie. De même, les événements racontés dans les confessions usurperont une part importante dans la vision postérieure. Ils ressusciteront comme ces rêves qui ne sont que les souvenirs déformés ou transfigurés des obsessions d'une journée laborieuse. Chapitre 2, Confession préliminaire. Non, ce ne fut pas pour la recherche d'une volupté coupable et paresseuse qu'il commença à user de l'opium, mais simplement pour adoucir les tortures d'estomac nées d'une habitude cruelle de la faim. Ces angoisses de la famille datent de sa première jeunesse et c'est à l'âge de 28 ans que le mal et le remède font leur première apparition dans sa vie, après une période assez longue de bonheur, de sécurité et de bien-être. Dans quelques circonstances, se produisirent ces angoisses fatales, c'est ce qu'on va voir. Le futur mangeur d'opium avait 7 ans quand son père mourut, le laissant à des tuteurs qui le firent faire sa première éducation dans plusieurs écoles. De très bonne heure, il se distingua par ses aptitudes littéraires, particulièrement par une connaissance prématurée de la langue grecque. À 13 ans, il écrivait en grec. À 15 ans, il pouvait non seulement composer des vers grecs en maître lyrique, mais même converser en grec abondamment et sans embarras, faculté qu'il devait à une habitude journalière d'improviser en grec une traduction des journaux en anglais. La nécessité de trouver dans sa mémoire et son imagination une foule de périphrases pour exprimer par une langue morte des idées et des images absolument modernes avait créé pour lui un dictionnaire toujours prêt, bien autrement complexe et entendu que celui qui résulte de la vulgaire patience des thèmes purement littéraires. Ce garçon-là, disait un de ses maîtres en le désignant à un étranger, pourrait haranguer une foule athénienne beaucoup mieux que vous ou moi, une foule anglaise. Malheureusement, notre helléniste précoce fut enlevé à cet excellent maître, et après avoir passé par les mains d'un grossier pédagogue tremblant toujours que l'enfant ne se fît le redresseur de son ignorance, il fut remis aux soins d'un bon et solide professeur, qui lui aussi péchait par le manque d'élégance et ne rappelait en rien l'ardente et étincelante érudition du premier. Mauvaise chose qu'un enfant puisse juger ses maîtres et se placer au-dessus d'eux. On traduisait Sophocle et avant l'ouverture de la classe, le zélé professeur Larichididasclus se préparait avec une grammaire et un lexique à la lecture des chœurs, purgeant à l'avance sa leçon de toutes les hésitations et de toutes les difficultés. Cependant, le jeune homme, il touchait à ses 17 ans, brûlait d'aller à l'université. Et c'était en vain qu'il tourmentait ses tuteurs à ce sujet.
L'un d'eux, homme bon et raisonnable, vivait fort loin. Sur les 3 autres, 2 avaient remis toute leur autorité entre les mains du 4e. Et celui-là nous est dépeint comme le mentor le plus entêté du monde et le plus amoureux de sa propre volonté. Notre aventureux jeune homme prend un grand parti. Il fuira l'école. Il écrit à une charmante et excellente femme, une amie de famille sans doute, qu'il a tenue enfant sur ses genoux pour lui demander 5 guinées. Une réponse pleine de grâce maternelle arrive bientôt avec le double de la somme demandée. Sa bourse d'écolier contenait encore 2 guinées et 12 guinées représentant une fortune infinie pour un enfant qui ne connaît pas les nécessités journalières de la vie. Il ne s'agit plus que d'exécuter à la fuite le morceau suivant et un de ceux que je ne peux pas me résigner à abréger. Il est bon d'ailleurs que le lecteur puisse de temps en temps goûter par lui-même la manière pénétrante et féminine de l'auteur. Le docteur Johnson fait une observation fort juste et pleine de sentiments, ce que malheureusement on ne peut pas dire de toutes ces observations. Ce que nous ne faisons jamais sciemment pour la dernière fois, sans une tristesse au cœur, ce que nous avons depuis longtemps accoutumance de faire. Je sentis profondément cette vérité quand j'en vins à quitter un lieu que je n'aimais pas et où je n'avais pas été heureux. Le soir qui précéda le jour où je devais le fuir pour jamais, j'entendis avec tristesse résonner dans la vieille et haute salle de la classe la prière du soir. Car je l'entendais pour la dernière fois. Et la nuit venue, quand on fit l'appel, mon nom ayant été comme d'habitude appelé le premier, je m'avançai et passant devant le principal qui était présent, je le saluai. Je le regardais curieusement au visage et je pensais en moi-même. Il est vieux et infirme et je ne le reverrai plus dans ce monde. J'avais raison, car je ne l'ai pas revu et je ne le reverrai jamais. Il me regarda complaisamment avec un bon sourire, me rendit mon salut, ou plutôt mon adieu, et nous nous quittâmes sans qu'il s'en doutât pour toujours. Je ne pouvais pas éprouver un profond respect pour son intelligence, mais il s'était toujours montré bon pour moi. Il m'avait accordé maintes faveurs et je souffrais à la pensée de la mortification que j'allais lui infliger. Le matin arriva où je devais me lancer sur la mer du monde matin d'où toute ma vie subséquente a pris en grande partie sa couleur. Je logeais dans la maison du principal et j'avais obtenu dès mon arrivée la faveur d'une chambre particulière qui me servait également de chambre à coucher et de cabinet de travail. À 3h30, je me levais et je considérais avec une profonde émotion les anciennes tours parées de première lueur et qui commençaient à s'empourprer de l'éclat radieux d'une matinée de juin sans nuages. J'étais ferme et inébranlable dans mon dessein, mais troublée cependant par une appréhension vague d'embarras et de danger incertain. Et si j'avais pu prévoir la tempête, la véritable grêle d'affliction qui devait bientôt s'abattre sur moi, j'eusse été à bon droit bien autrement agitée. La paix profonde du matin faisait avec ce trouble un contraste attendrissant et lui servait presque de médecine. Le silence était plus profond qu'à minuit, et pour moi, le silence d'un matin d'été est plus touchant que tout autre silence, parce que la lumière, quoique large et forte, comme celle de midi, dans les autres saisons de l'année, semble différer du jour parfait, surtout en ceci que l'homme n'est pas encore dehors. Et ainsi la paix de la nature et des innocentes créatures de Dieu semble profonde et assurée, tant que la présence de l'homme, avec son esprit inquiet et instable, n'en viendra pas troubler la sainteté. Je m'habillai, je pris mon chapeau et mes gants, et je m'attardai quelque temps dans ma chambre. Depuis 1 an et demi, cette chambre avait été la citadelle de ma pensée. Là, j'avais lu et étudié pendant les longues heures de la nuit. Et bien qu'à dire vrai, pendant la dernière partie de cette période, moi qui étais fait pour l'amour et les affections douces, j'eusse perdu ma gaieté, mon bonheur, et dans la lutte fiévreuse que j'avais soutenue contre mon tuteur, d'un autre côté cependant, un garçon comme moi, amoureux des livres,
adonné aux recherches de l'esprit, ne pouvait pas n'avoir pas joui de quelques bonnes heures, au milieu même de son découragement. Je pleurais en regardant autour de moi le fauteuil, la cheminée, la table à écrire et autres objets familiers que j'étais trop sûre de ne pas revoir. Depuis lors jusqu'à l'heure où je trace ces lignes, 18 années se sont écoulées. Et cependant, en ce moment même, je vois distinctement, comme si cela datait d'hier, le contour et l'expression de l'objet sur lequel je fixais un regard d'adieu. C'est un portrait de la séduisante qui était suspendue au-dessus de la cheminée et dont les yeux et la bouche étaient si beaux et toute la physionomie si radieuse de bonté et de divine sérénité que j'avais 1000 fois laissé tomber ma plume, mon livre, pour demander des consolations à son image, comme un dévot à son saint patron. Pendant que je m'oubliais à la contempler, la voix profonde de l'horloge proclama qu'il était 4 heures. Je me haussai jusqu'au portrait, je la baisai, et puis je sortis doucement et je refermai la porte pour toujours. Les occasions de rire et des larmes s'entrelacent et se mêlent si bien dans cette vie que je ne puis sans sourire me rappeler un incident qui se produisit alors et faillit faire obstacle à l'exécution immédiate de mon plan. J'avais une malle d'un poids énorme, car outre mes habits, elle contenait presque toute ma bibliothèque. La difficulté était de la faire transporter chez un voiturier. Ma chambre était située à une hauteur aérienne, et ce qu'il y avait de pis, c'est que l'escalier qui conduisait à cet angle du bâtiment aboutissait à un corridor, passant devant la porte de la chambre du principal. J'étais adorée de tous les domestiques. Et sachant que chacun d'entre eux s'empresserait à me servir secrètement, je confiai mon embarras à un valet de chambre du principal. Il jura qu'il ferait tout ce que je voudrais, et que quand le moment fut venu, il monta l'escalier pour emporter la malle. Je craignais fort que cela ne fût au-dessus des forces d'un seul homme, mais ce groom était un gaillard doué. D'épaules atlastiques faites pour supporter les poids les plus puissantes monarchies. Et il avait un dos aussi vaste que les plaines du Salisbury. Il s'entêta donc à transporter la malle à lui seul, pendant que j'entendais au bas du dernier étage plein d'anxiété. Durant quelque temps, je l'entendis qui descendait d'un pas ferme et lent. Mais malheureusement, par suite de son inquiétude, comme il se rapprochait de l'endroit dangereux, à quelques pas du corridor, son pied glissa, et le puissant fardeau, tombant de ses épaules, acquit une telle vitesse de descente à chaque marche de l'escalier, qu'en arrivant au bas, il roula, ou plutôt il bondit tout droit, avec le vacarme de 20 démons, contre la porte de la chambre à coucher de l'archidie d'Ascalus. Ma première idée fut que tout était perdu, et que ma seule chance pour exécuter une retraite était de sacrifier mon bagage. Néanmoins, un moment de réflexion me décida à attendre la fin de l'aventure. Le groom était dans une frayeur horrible pour son propre compte et pour le mien. Mais en dépit de tout cela, le sentiment du comique, c'était dans ce malheureux contretemps si irrésistiblement emparé de son esprit qu'il éclata de rire. Mais d'un rire prolongé, étourdissant, à toute volée, qui aurait réveillé les 7 dormants. Au son de cette musique de gaieté qui résonnait aux oreilles même de l'autorité insultée, je ne pus m'empêcher de joindre la mienne. Non pas tant à cause de la malheureuse étourderie de la malle, qu'à cause de l'effet nerveux produit sur le groom. Nous nous attendions tous les deux, très naturellement, à voir le docteur s'élancer hors de sa chambre. Car généralement, s'il entendait remuer une souris, il bondissait comme un mâtin hors de sa niche. Chose singulière en cette occasion, quand nos éclats de rire eurent cessé, aucun bruit, pas même un frôlement, ne se fit entendre dans la chambre. Le docteur était affligé d'une infirmité douloureuse qui le tenait quelquefois éveillé, mais qui peut-être, quand il parvenait à s'assoupir,
le faisait dormir plus profondément. Encouragé par ce silence, le groom rechargea son fardeau sur ses épaules et effectua le reste de sa descente sans accident. J'entendis jusqu'à ce que j'eusse vu la malle placée sur une brouette et en route pour la voiture. Alors, sans autre guide que la Providence, je partis à pied, emportant sous mon bras un petit paquet avec quelques objets de toilette. Un poète anglais favori dans une poche et dans l'autre, un petit volume, in 12, contenant environ 9 pièces d'Euripide. Notre écolier avait caressé l'idée de se diriger vers le Westmoreland. Mais un accident qu'il ne nous explique pas changea son itinéraire et le jeta dans les Galles du Nord. Après avoir erré quelque temps dans le Denbighshire et le Merionethshire et le Carnarvonshire, il s'installa dans une petite maison, fort propre, à B. Mais il en fut bientôt rejeté par un incident où son jeune orgueil se trouva froissé de la manière la plus forte, de la manière la plus comique. Son hôtesse avait servi chez un évêque, soit comme gouvernante, soit comme bon enfant. La superbe, énorme du clergé anglais s'infiltre généralement non seulement dans les enfants de dignitaires, mais même dans leurs serviteurs. Dans une petite ville comme B, avoir vécu dans la famille d'un évêque suffisait évidemment pour conférer une sorte de distinction, de sorte que la bonne dame n'avait sans cesse à la bouche que des phrases comme « Milord faisait ceci, Milord faisait cela, Milord était un homme indispensable au Parlement, indispensable à Oxford. » Peut-être trouva-t-elle que le jeune homme n'écoutait pas ses discours avec assez de révérence. Un jour, elle était allée rendre ses devoirs à l'évêque et à sa famille, et celui-ci l'avait questionnée sur ses petites affaires. Apprenant qu'elle avait loué son appartement, le digne prélat avait pris soin de lui recommander d'être fort difficile sur le choix de ses locataires. « Betty, dit-il, rappelez-vous bien que cet endroit est placé sous la grande route qui mène à la capitale, de sorte qu'il doit vraisemblablement servir d'étape à une foule d'escrocs irlandais qui fuient leurs créanciers d'Angleterre et d'escrocs anglais qui ont laissé des dettes dans l'île de Man. » Et la bonne dame, en racontant orgueilleusement son entrevue avec l'évêque, ne manqua pas d'ajouter sa réponse. « Oh, milord, je ne crois vraiment pas que ce gentleman soit un escroc parce que... »« Vous ne pensez pas que je sois un escroc ?» répond le jeune écolier exaspéré. « Désormais, je vous épargnerai la peine de penser à de pareilles choses. » Et il s'apprête à partir. La pauvre hôtesse avait bien envie de mettre les pouces, mais la colère ayant inspiré à celui-ci quelques termes peu respectueux à l'endroit de l'évêque, toute réconciliation devint impossible. Et voilà, c'est ainsi que s'achève une fois de plus notre lecture ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez apprécié les paradis artificiels de Charles Baudelaire. En tout cas, moi j'ai passé une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.